Devenir propriétaire, devenir investisseur, acquérir un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers suppose de suivre un processus très structuré. Si vous n'avez pas la maîtrise de ce processus, si vous ne connaissez pas ou pas assez le processus d'acquisition, vous ferez des erreurs et vous serez enclin à empirer votre investissement immobilier. Et donc, il est primordial, et c'est le but de ces vidéos, je vais vous donner tous les pièges à contourner, toutes les étapes à suivre, et à la fin de ces vidéos, vous connaîtrez absolument tout le processus qu'il faut suivre pour investir dans l'immobilier quand on investit en France. Quand on souhaite acquérir un bien immobilier, la première étape, c'est tout simplement de faire une offre d'achat. Il faut faire une offre d'achat, il faut qu'évidemment cette offre elle soit acceptée et ensuite il faut qu'elle soit contresignée. Alors dans cette lettre d'achat, il est très important de mentionner certaines informations pour pouvoir identifier correctement le bien ainsi que votre identité. Vous pouvez également indiquer la surface, le nombre de chambres. Plus c'est précis, plus cela va être intéressant parce que vous serez également protégé et donc la mention des informations en lien avec le bien est primordiale. La deuxième chose à suivre lorsqu'on fait une offre, c'est évidemment d'indiquer un prix. Il faut indiquer un prix, faire une offre, indiquer le prix que vous offrez pour le bien immobilier et indiquer même les modalités d'acquisition. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez faire un prêt immobilier? Si oui, dans quel délai? Vous pouvez envisager de mettre un délai, vous pouvez même envisager de mettre des conditions particulières dans l'offre. Ça peut être par exemple l'absence de dépôt de garantir. Vous pouvez même dire que vous ne voulez pas payer du tout la taxe foncière, donc qu'elle ne soit pas proratisée. Vous pouvez même indiquer que s'il y avait des travaux, par exemple, les travaux ne devraient pas être payés par vous, mais par le propriétaire actuel tant que l'acte authentique n'est pas passé. En fait, vous pouvez mettre tout un tas de conditions à ce niveau-là et il y a une grande liberté contractuelle et donc vraiment, faites ce qui vous intéresse et ce qui va vous permettre de boucler aussi la vente. Faites attention à ne pas faire une offre d'achat trop théorique parce que sinon vous perdrez le bien. La troisième étape, une fois que vous avez rédigé l'offre, donc vous avez mentionné les informations sur le bien, vous avez validé le prix ainsi que les conditions. Évidemment, je vous l'ai dit, il faut que l'offre soit contresignée, qu'il faut qu'elle soit acceptée. Il est primordial qu'il y ait une date quant à l'acceptation. C'est important de figer la date de l'offre, donc vraiment la dater, aussi bien de votre côté que du côté du vendeur, afin aussi d'être protégé au cas où, si par la suite, il va y avoir une autre proposition d'offre et que l'offre évidemment venait un peu plus tard, mais que la vôtre était passée parce qu'elle était contresignée, vous seriez protégé. Une fois que l'offre elle est acceptée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vendeur est légalement engagé jusqu'à la signature du compromis. Il ne peut pas vendre à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas signer une deuxième offre de bien. Le bien est donc bloqué. Il est pour vous. La deuxième étape, c'est évidemment la préparation du rendez-vous avec le notaire. Pourquoi? Parce que c'est chez le notaire que vous allez signer le compromis. Et je vous le recommande vraiment, signer le compromis avec un notaire. Et donc, il faut engager un notaire. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste du droit. Parce qu'il va vérifier toutes les choses et parce qu'en plus, il n'aura pas de conflit d'intérêt. Si vous signez le compromis avec l'agent immobilier qui vous a vendu le bien immobilier sans passer par notaire, quel sera l'intérêt de l'agent immobilier? L'intérêt de l'agent, c'est de faire la vente et de vendre le bien pour toucher sa commission. Vous ne serez donc pas protégé. Prenez votre notaire à vous, pas le notaire du vendeur. Chacun peut avoir son notaire, ça ne vous coûtera pas plus cher, ça sera le même coût, sauf que le coût sera divisé entre les deux notaires si le vendeur a lui aussi un autre notaire. Si le vendeur veut prendre votre notaire aussi, très bien, dans tous les cas, c'est votre notaire et donc il sera peut-être un peu plus enclin à vous protéger vous plutôt que le vendeur. En tout cas, c'est important de prendre bien son notaire. Vous pouvez même lui parler, lui dire que vous avez fait une offre, lui demander quelles sont les étapes suivantes et surtout lui transmettre l'offre afin que lui, il contacte le vendeur afin de préparer la rédaction du compromis. Et on arrive justement à cette troisième étape, c'est la rédaction du compromis. Compromis, on utilise aussi d'autres termes juridiques. Les documents sont assez semblables quand même. On peut utiliser promesse de vente, promesse d'achat, compromis de vente, mais dans tous les cas, à chaque fois, compromis de vente, c'est en fait vraiment le document qui va véritablement vous protéger et bloquer le bien en votre faveur. Dans ce compromis de vente, il est essentiel au préalable d'avoir parlé au notaire, c'est pour ça que c'était l'étape précédente, et d'indiquer toutes les conditions que vous voulez. Ne signez pas un compromis sans le relire, ne signez pas un compromis non plus si vous n'avez pas indiqué à votre notaire les conditions que vous vouliez. J'en ai émises précédemment quant à l'offre, c'est des conditions que vous devrez reprendre dans le compromis. C'est le notaire surtout qui devra les reprendre. Donc ça peut être par exemple l'absence de travaux, l'absence de proratisation de la taxe
foncière. Après, il y a plein d'autres conditions. Je ne veux pas les envisager toutes ici dans cette vidéo, mais c'est vraiment une étape très importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un compromis de vente, ça va faire de nombreuses pages. En général, ça va faire minimum 20 pages. À ceci, il va s'ajouter énormément de pièces jointes, comme le DPE, comme certaines assemblées générales, comme parfois le règlement de copropriété également. Donc ça va être un document très long, mais vraiment que le compromis, il va faire une vingtaine de pages, entre 20 et 40, 50 pages. Parfois, ça peut être un peu plus long, mais généralement, on est autour de là. Et vraiment, c'est un document qui va vous protéger. Quatrième étape, c'est le délai de rétractation. Ce qui est bien en France, c'est lorsque vous signez un compromis de vente, eh bien, en fait, vous êtes protégé. En tant qu'investisseur, vous pouvez vous rétracter pendant 10 jours à la suite du compromis de vente. Et donc pendant ces 10 jours-là, vous pouvez vous rétracter. Alors légalement, il faudra normalement envoyer un courrier recommandé. En pratique, c'est un petit peu différent. Vous pouvez, généralement, c'est accepté, mais faites très attention quand même. L'indiquer à votre notaire, vous voulez vous rétracter, envoyer un email et généralement, ça va pas aller beaucoup plus loin. Maintenant, dans la loi, normalement, c'est un courrier recommandé. Ce délai de rétractation, il faut le mettre en valeur. Pourquoi? Parce que vous pouvez donc signer un bien immobilier et vous rétracter sans aucune raison, sans aucune justification. Et ça, c'est quand même un point important à mettre en considération et en valeur parce que vous êtes protégé. Donc, si vraiment vous avez des remords, des regrets, vous vous dites non, mais finalement, c'est pas une bonne acquisition, rétractez-vous sans plus durer parce que le délai de rétractation, il est fait pour ça et c'est 10 jours pile. C'est pas 11. L'étape 5. Bon, là, c'est un petit piège. La plupart des gens vous diraient que c'est la recherche du financement. En réalité, c'est plutôt faux. Je dirais pas que c'est la recherche du financement, c'est la conclusion du financement. Les mots ont un sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le financement, vous devez déjà l'avoir garanti, vous devez déjà l'avoir obtenu oralement, verbalement, par accord avec le banquier avant d'avoir recherché un bien immobilier. Vous devez déjà avoir son accord. Maintenant, l'étape simple, c'est la conclusion du financement et non pas la recherche. C'est-à-dire que vous avez déjà un accord du banquier, vous retournez le voir et là, vous concluez le financement sur les bases préétablies avec lui. Alors, si vous êtes pris de court et vous, malheureusement, vous n'avez pas trouvé votre financement avant de démarrer le processus d'acquisition et de trouver le bien immobilier, je vous conseillerais minimum de consulter plusieurs banques, je vais dire 3, 4, 5 banques minimum. Vous pouvez également prendre un courtier si vous voulez aller plus vite, mais prudence, parce que nous, quand on est non-résident, faut pas faire n'importe quoi. Il va peut-être vous obtenir un crédit immobilier, certes, mais les conditions de financement ne seront pas top, bien au contraire, ce sera des mauvaises conditions de financement. Généralement, vous devrez mettre beaucoup d'apports avec des banques qui vous demanderont des énormes contreparties, donc c'est vraiment pas l'idéal. Pareil pour les banques, idéalement, n'allez pas démarcher les banques maintenant. Vous allez démarcher les banques maintenant sans méthode pour démarcher les banques en tant qu'expat et non résident. Vous allez malheureusement vous planter. Vous allez vous griller auprès de ces banques-là et vous n'allez plus jamais obtenir des financements auprès de ces banques-là. C'est un risque. Donc vraiment anticiper la recherche de financement, que vous soyez d'ailleurs non résident ou non, mais c'est ce que vraiment je vous conseille, c'est primordial. Sixième étape, c'est le délai de préemption de l'État et plus précisément de la mairie. Il faut savoir que dans certaines zones, eh bien la mairie a un droit de préemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la mairie aura le droit d'acquérir le bien à votre place. Et oui, ça peut être très frustrant. Vous avez peut-être fait une superbe opération, une super négociation, un super bien, un super prix, et puis finalement c'est la mairie qui va l'acheter. Ça reste assez rare, donc il faut bien l'indiquer. Ça arrive rarement en fait que la mairie préempte un bien, surtout lorsqu'on a un investisseur particulier. Là, une mairie va surtout préempter des biens, des gros biens. Ça peut être du foncier, des terrains situés avec un emplacement stratégique pour éventuellement construire des logements. Ou alors, ça peut être aussi le cas de figure d'un grand immeuble, un immeuble qui est bien situé en ville, qu'elle veut préempter pour pourquoi pas faire aussi des logements aménagés en bureaux pour l'administration. Ça peut être différents cas de figure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les zones ne sont pas préemptables. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez acheté un bien qu'il y a ce droit de préemption. Les zones de préemption sont définies par délibération par la mairie, donc c'est pas toutes les zones potentiellement de votre commune ou de la mairie, ça peut être que quelques zones et il va tout le temps s'agir de zones en fait d'aménagement urbain d'intérêt général. Alors en pratique, comment ça va se passer? Le notaire, une fois que vous allez signer le compromis, va informer la mairie en lui faisant parvenir une déclaration d'intention d'aliénation. Bon bref, vous avez compris, DIA, c'est comme ça que ça s'appelle, et à partir de là, il y a un délai. Le délai est de 2 mois. Ça veut dire que la mairie doit agir avant la durée des 2 mois si elle veut préempter. Passé ces 2 mois, elle ne peut plus préempter le bien et le bien est à vous. Bon, comme je l'ai dit, ça reste assez rare, mais ça peut arriver, je l'ai déjà vu. Dans des grosses opérations, surtout, c'est généralement du gros foncier, comme j'ai dit, des gros immeubles. Évidemment, c'est assez catastrophe quand ça arrive et on est assez déprimé. Bon, ça reste très rare, donc vous inquiétez pas. Un point par rapport à ça, c'est aussi pour ça que c'est compliqué de faire des actes notariés,
qui vont être un peu plus courts que 2 mois, dans notamment les zones où il y a un droit de préemption de la mairie, parce qu'à ce moment-là, en fait, la mairie, le notaire pourra pas accélérer, on ne pourra pas passer l'acte notarié tant que les 2 mois ne sont pas passés. Donc, c'est pour ça qu'un acte notarié, enfin, entre le compromis et l'acte authentique, en général, il y a un minimum 2 mois. C'est difficile de faire beaucoup plus court. L'étape 7, vous avez obtenu le crédit. Avant, vous aviez parlé avec le banquier, il vous a dit OK, mais là, vous avez reçu enfin l'offre de prêt. Félicitations. Alors, si vous ne l'avez pas encore obtenu, mais que le banquier vous dit c'est bon, il nous manque juste ça et ça comme document, faites attention, donnez les documents très rapidement. Les documents, généralement, ça va être un passeport, dernière déclaration d'impôt. Ça peut être tous les documents en fait officiels, hein, c'est assez classique. Et même parfois, ils vont vous demander des documents en lien avec le bien. Donc, allez-y, c'est hyper important, mais ne tardez pas pour conclure très rapidement le financement. L'étape 8, c'est la signature du contrat de crédit immobilier et du délai de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez obtenir l'offre de prêt, donc c'est vraiment le prêt en lui-même, le contrat de prêt. À partir de là, en droit français, une fois de plus, vous êtes encore protégé. C'est quand même exceptionnel, tu es tout le temps protégé, tu vois. C'est qu'en fait, tu vas même pouvoir te rétracter. C'est juste que la loi envisage et protège le consommateur, le particulier, et estime que pour protéger le consommateur et le particulier, nous avons besoin d'un délai de réflexion. Et donc, pour ne pas signer à la va-vite un crédit immobilier, pour pas que les banques abusent de nous, j'ai envie de dire, le délai est de 10 jours, dès le lendemain de la réception de l'offre de prêt. Donc, admettons que vous recevez le prêt le 1er janvier de l'année, le délai de réflexion commence dès le lendemain à partir du 2 janvier et va durer 10 jours et c'est des jours calendaires. Et donc, il faudra compter jusqu'au 11e jour, évidemment, 11e jour minuit, là, vous pouvez signer le contrat de prêt, vous pouvez dater le contrat de prêt du 12e jour, renvoyer le contrat de prêt et là, la banque pourra l'accepter. Si vous ne respectez pas ce délai de réflexion et vous signez et renvoyez le contrat de prêt, il sera caduque, ça ne vaudra rien et donc la banque devra dire ah ben non mais surtout pas, fallait pas signer. Donc vraiment ne signez pas avant, mais bon voilà, c'est une petite nuance à connaître. Étape 9, visite du bien avant la signature. Alors c'est pas quelque chose que j'ai fait d'ailleurs, en pratique j'ai même jamais visité les biens avant la signature, j'ai même parfois jamais visité mes biens avant de les acquérir et j'ai même parfois que visité en visio. Mais vraiment c'est un truc que je vous conseille de le faire, même si moi je l'ai pas fait. Je pense que c'est quand même une bonne chose de visiter juste avant la signature, ça peut être la veille, ça peut être quelques heures avant, si vous pouvez vous le permettre de vous déplacer. Bon, quand vous êtes à l'étranger comme moi, c'est un peu compliqué, mais une visite visio aussi, ça peut suffire. Pourquoi? Vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas eu de dommages entre l'offre et l'acte authentique, tout simplement s'il n'y a pas eu des dommages considérables, s'il n'y a pas eu de squatteurs, s'il n'y a pas eu de grosses problématiques substantielles. L'étape 10, en fait, c'est la signature de l'acte authentique. Alors la signature de l'acte authentique, il y a plusieurs petites étapes, on va dire. D'une part, il faudra absolument informer votre banquier la date de l'acte authentique. Normalement, le notaire le fait à votre place, mais on n'est jamais plus prudent que de le faire 2 fois plutôt qu'une fois. Donc moi, je vous conseille vraiment d'informer votre banquier par vous-même également. La date sera tel jour, telle heure, et le notaire lui rappeler que lui aussi il doit le faire. Parce qu'on a déjà vu, hein, ça a déjà arrivé, des banquiers qu'oublient ou des notaires même qu'oublient. Okay, moi, ça m'est arrivé que mon banquier, une fois, le fasse à la dernière minute, il avait oublié. Donc faites très attention à ça, prévenez-le à chaque fois. Lui, il va faire un virement au notaire, il va faire un virement des fonds, tout simplement. Le notaire va garder ces fonds-là à la banque, hein, dans un séquestre, on va dire, à la banque. Il n'y touche pas. L'acte authentique, vous le signez par procuration. Quand on habite à l'étranger, moi j'ai toujours fait comme ça, je me suis jamais déplacé. En fait, se déplacer pour signer, c'est quand même assez bête. Ce que j'aurais pu dire par rapport à la procuration, en fait, c'est que c'est totalement possible de signer par procuration. Alors quand nous, on habite à l'étranger, la procuration, il y a plusieurs manières de la faire. La meilleure manière de la faire, c'est une procuration électronique, c'est-à-dire de ne pas se déplacer, de ne pas aller devant une ambassade, mais au contraire de le faire de manière électronique avec le notaire en France que vous avez pris. Or, tous les notaires ne font pas des signatures électroniques. Une procuration par signature électronique, c'est quoi en fait? Vous allez prendre un rendez-vous avec le notaire, enfin c'est le notaire qui va me contacter pour prendre un rendez-vous avec lui. Il va vous demander une copie de votre carte d'identité. Vous allez devoir mettre la visio. Il va regarder si votre identité correspond bien à celle qu'il a en copie. Vous posez quelques questions et il va confirmer qu'il vous a parlé et que c'est bien vous. Et à partir de là, une personne, donc ce sera l'étude du notaire, pourra signer à votre place l'acte notarié. Par contre, vous pourrez aussi, pourquoi pas, assister en plus à l'acte notarié par visio. C'est quelque chose qui se fait. Maintenant, l'acte authentique, voilà, en fait, vous y êtes. On y est, vous allez devenir officiellement propriétaire et vous allez réceptionner les clés. Soit c'est vous, soit c'est l'étude notariale, soit c'est un proche, soit c'est l'agent immobilier aussi. Vous pouvez, et les agents immobiliers sont très souvent présents aux actes authentiques parce que eux, ils veulent nouer un lien avec les vendeurs parce qu'ils ont eu le mandat grâce aux vendeurs et pourquoi pas nouer aussi un lien avec vous parce qu'un jour, vous allez peut-être louer le bien par leur biais ou le revendre et donc ils veulent garder le contact. Dorénavant, vous connaissez tout le processus d'acquisition et vous savez comment faire, tous les pièges à éviter
surveiller, tout ce qu'il faut regarder. Et ça, c'est important. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est la durée du processus en général. Entre l'offre et l'acte authentique, ça va durer 3-4 mois. Ça peut être beaucoup plus long. Là aussi, il faut être stratégique. Si vous avez besoin de plus de temps, prévoyez plus de temps. Dans le compromis, en fait, il y a tout le temps une date butoir de l'acte authentique. Moi, personnellement, je mets tout le temps la date la plus éloignée possible parce que je veux m'assurer que mes artisans seront disponibles le lendemain, voire même l'après-midi de l'acte authentique. Comme ça, je ne perds aucun jour de loyer et commence directement à rénover le bien pour optimiser évidemment mes loyers et le processus de rénovation, parce que la rénovation, ça peut prendre du temps. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions sur le processus d'acquisition ou de vente, parce qu'en fait, c'est la même chose. Et si au contraire, vous n'avez pas de questions, mettez un like parce que ça veut dire que la vidéo était superbe. Je vous dis à une prochaine vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.